Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring le podcast Featuring. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en featuring avec My Luka. Mais d'abord je tiens à expliquer aux gens qu'on est en direct du Hip Hop 360 à la Philharmonie de Paris où il y a une superbe exposition qui est là pendant toute l'année et même peut-être plus. Donc venez voir. Et que on est en train de discuter avec toi parce que tu exposes des photos justement ici à la Philharmonie de Paris. Tu es photographe. Ouais. Mais tu es avant tout une fly girl. Yes. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Donc on va commencer par le commencement. Et ici, le commencement, c'est ta rencontre avec le hip-hop. Moi, je suis une Parisienne. Je suis franco-vietnamienne. Et j'ai toujours habité dans le centre de Paris, dans les Halles. Okay. Et dans ma jeunesse, il y avait plein de courants musicaux qui arrivaient quand même dès le départ des États-Unis. Et j'étais à Paris dans un milieu au départ un peu de la mode, un peu branché. On était des enfants un peu abandonnés dans la rue qui pouvaient sortir tôt et faire un peu des conneries. Nos parents ils nous laissaient faire un peu tout et n'importe quoi. Non? Je ne sais pas, moi c'est une autre histoire. Et mais... donc, en fait, en allant beaucoup au bain-douche à l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à raconter. Je suis obligé de te couper, ça m'a toujours tué. Ouais. Comment vous faisiez pour rentrer en boîte à 15 ans ? Vous faisiez plus ? Vous faisiez 18 ans visuellement ? Non, en fait, non. En fait, il suffisait d'être introduit par une ou deux personnes qui allaient là-bas. Il y avait toujours, tu vois, les gens qui regardaient pas. Okay. T'arrivais avec quelqu'un qui pesait un peu, tu passais sans rien dire, quoi. Et tu connaissais qui pesait déjà ? À l'époque, j'avais rencontré un mec qui s'appelait Serge Kruger, qui était un créateur de fringues, qui avait une radio latino et qui était un branché des Halles. Ok, super. Donc lui, il avait ses entrées un peu partout. Voilà. Tu commences à bouger avec lui. Voilà, je commence à bouger avec lui. Tu te Je commence au bain-douche. C'est qui était une boîte dans le centre de Paris, qui était assez extraordinaire parce que c'était une boîte où étaient mélangés un peu les gens de la mode et aussi tous les gens de New York passaient par là-bas. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai rencontré aussi bien Prince là-bas. Moi aussi, mais beaucoup plus tard. Mais je l'ai rencontré au bain-douche. Enfin, rencontré, je l'ai vu. Ouais, voilà. Sa sécurité m'aurait pas laissé le rencontrer. Voilà. Mais tu vois, où il y avait aussi j'ai rencontré plein de gens de la musique. Fab Five Freddy, je l'ai vu la première fois au bain-douche. Après, j'ai aussi vu Mohamed Ali. Oh. Enfin, non, pas Mohamed, qu'est-ce que je raconte ? Oh ouais, là, je suis choqué. Mohamed Ali au bain-douche. Mohamed Ali au bain-douche, n'importe quoi. Mike Tyson. Ok. Ça, c'est beaucoup plus probable. Ouais, c'est plus probable. Ça, c'était dans mes rêves. J'avais dit trop boire. Ouais, tu as vu Mohamed Ali. Et en fait, de fil en aiguille, en étant dans ce monde-là, est apparu Solo et Vincent Cassel. Tu vois ? Fraîchement revenu de New York. Voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis un peu sortie du monde des branchés, mais j'étais jeune, j'avais 15-16 ans. Et j'ai découvert grâce à Solo tout le mouvement hip-hop. Et Solo sortait sûrement de la fin de HIP-HOP. Et il commençait à rapper, il était dans son move, il avait plein d'énergie, il était un peu mannequin. Il sortait avec Gigi Lepage qui habitait rue de la Roquette, qui était un peu le QG On donne les adresses du début ici. de la... qui était le QG des premiers hip-hoppers parisiens, on va dire. Qui était Gigi pour eux? Alors Gigi, c'était la fiancée de Solo à l'époque. Et elle était styliste de mode. Et surtout, elle travaillait avec Jean-Baptiste Mondino et elle faisait tout le stylisme de Jean-Baptiste Mondino. Donc là, du coup, de par Gigi, de par... excuse-moi, j'ai retenu que le nom de famille. Kruger. Serge Kruger. Ça reste dans la tête, Kruger. Toutes ces personnes-là, mélangées avec des solos ou des Joey Star, et même toi qui est un peu entre les deux à ce moment-là, créent un pont entre le monde de la mode et le monde du hip-hop. Et il y a des endroits comme les bains-douches et d'autres clubs, je crois Bobino, Globo, tout ça. Voilà, où on se retrouve. Voilà. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est-à-dire que ce qui était génial, et c'est ça qui est intéressant à raconter en effet, c'est que moi, donc, je suis une petite Parisienne métisse, donc multi-vietnamienne, française, j'ai une tête d'asiatique, tu vois. Je vis dans le monde de la mode, il y a un peu des boîtes, il y a tout ça, mais c'est un monde qui est très ouvert.
Okay. C'est-à-dire que c'est pas un monde fermé comme aujourd'hui, c'est un monde où les gens qui créent la mode sont encore des créateurs et arrivent et essayent des choses. C'est pas encore aussi, c'est un monde plus artistique qu'un monde de l'argent. C'est-à-dire quand ils voient quelqu'un de différent arriver, ils le rejettent pas. Ils adorent. Ils se disent on peut faire quelque chose, on peut se mélanger. Et donc arrive tout ce mouvement hip-hop et moi j'ai la chance d'être introduit par Solo dans tout ce mouvement et toutes ces personnes que sont Vincent, que sont Mathias, que sont Gigi, Colt, Sign, tout ça devient ma bande d'amis. Tu vois, donc là j'ai 18 ans et ce monde-là me parle parce que c'est un monde multiculturel. Que j'ai la chance depuis que j'ai 18 ans de connaître les États-Unis et d'avoir une passion pour les États-Unis. Donc je commence à faire des allers-retours entre New York et Paris dès l'âge de 18 ans. Et dans la mode, les gens de la mode s'intéressent à ce mouvement hip-hop parce qu'ils sont ouverts, parce qu'ils ont envie de délirer, parce qu'ils ont envie de New York, parce que on est encore dans une époque où on peut tout créer et qu'on croit réellement multiculturalisme parce qu'à côté, je continue, il y a un mouvement qui est aussi créé qui s'appelle la world music avec Actuel, Nova. Et ça, c'est en train de monter tout ce truc de world music, mais nous, ça nous parle pas vraiment parce qu'on se considère pas world. Tu vois, il vous faut votre truc. Et il y a une conscience d'un métissage français. Et cette conscience, on veut se trouver quelque part. Et ce quelque part, le hip-hop est une invitation incroyable à se retrouver et à trouver une identité. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je prends très vite conscience, tu vois, quand donc mon père est français, que la moitié de tous mes potes, que ce soit arabes, marocains, algériens, africains, asiatiques, nos parents, nos mères ou nos pères ne sont, celui qui fait la différence, ne sont pas nés en France. Donc, il y a un truc génial où on se sent français, mais en même temps, on a des vraies origines d'ailleurs, et on sent qu'il y a toute une communauté de métis, de un français, un peu, tu vois. Et donc, comme on est tous pareils dans ça, on se réunit. On n'avait pas besoin d'aller voir des Asiatiques ou... Tu vois, avec ce truc qui réunissait tout le monde, ce truc multiculturel où on n'avait pas besoin de rester. C'était une nouvelle communauté, une communauté qui... Voilà, ça c'était le début du hip-hop et donc la mode est aussi dedans au départ. Les intellectuels, les riches comme les pauvres, tout le monde est intéressé par cette nouvelle identité qui peut se créer. Mais moi j'ai besoin que parce que là on a parlé du côté de la mode qui a accepté le hip-hop dans ces endroits dans le club. Mais moi j'aimerais savoir comment se comportaient les gens du hip-hop quand ils allaient dans ces endroits où il y avait les gens de la mode. Est-ce qu'ils étaient aussi ouverts de leur côté? Oui, moi je pense qu'il y avait quand même une joie parce que quand même il y avait la musique qui était là, chacun amenait sa création. Les gens de la mode, ils se la racontaient pas en fait. Ils étaient spectateurs et ils étaient enthousiastes de voir ce qui se passait. Ils s'habillaient un peu hip-hop, ils montraient qu'il y avait une volonté tu vois, de porter ce mouvement. Mais c'est vrai que ceux qui vraiment étaient en action, c'était beaucoup les gens des cités ou des banlieues ou une communauté plutôt africaine peut-être qui s'y retrouvait plus, même si à Paris, grâce au graffiti, il y avait toute une communauté, enfin je vais dire communauté, mais il y avait des bandes de gens qui étaient aussi bien totalement français ou totalement bourgeois ou du 7e arrondissement comme de La Chapelle ou des banlieues, tu vois. Ça se mélangeait vraiment. Ok. Et ton rôle à toi dans tout ça, tu découvres le hip-hop. Est-ce que tu essayes une discipline? Ici, on dit la vérité. Ouais, bien sûr, j'essaie une discipline. Alors, laquelle? Alors, d'abord, j'ai commencé... Lesquelles voilà. D'abord, j'ai commencé par taguer. C'était quoi ton tag? Mon tag, c'était My One, tu vois, hyper simple. T'es pas allé chercher loin. Et ce qui était génial, c'est que, en fait, le truc qui était vraiment important à rappeler cette période, c'est que les filles et les garçons, on était une bande. Il n'y avait pas t'es une fille, tu dois fermer ta gueule, ou t'es un mec. On sentait vraiment une solidarité. Moi, j'avais un crew qui était assez large, et tous ces garçons, c'était mes amis. C'était quoi le nom du crew? Non, c'était le crew, c'est ce que je voulais dire, c'était, il y avait aussi bien... Non, mais j'avais pas un vrai crew. Non, mais est-ce qu'il y avait un nom ou pas? Non, il n'y avait pas de nom. Bon, mais mon crew, c'était aussi bien, je te disais, ça allait d'un côté vers Solo, que de l'autre côté vers Bando et les graffiti artistes, que, tu vois, que même Johnny Go, enfin, tous ces gens-là, en fait, moi, en tout cas, personnellement, m'ont accueilli. J'étais une sister, j'étais une fly girl. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fly girl? Tu vas expliquer ça. Une fly girl, pour moi, c'est une fille qui fait partie du mouvement, qui reconnaît que ce mouvement, il est important, qui y participe, qui est fière de qui elle est et qui peut en effet ou rapper, ou faire des graffitis,
ou avoir du style et qui est aussi fan de ce mouvement et de ce qui se passe. Donc, elle y participe de tous les moyens. Et donc, moi, être une fly girl, c'était être habillée avec des énormes baskets, des mini-jupes, avoir des goose down, avoir des t-shirts Lakers. J'avais toujours des cheveux très attachés, gominés à l'américaine et des grosses boucles d'oreilles, tu vois. Donc, c'était un peu ça. Tu étais Néné Chéri avant Néné Chéri. Eh ben, tu tombes bien de dire ça parce que Néné Chéri, c'était vraiment le modèle. Pendant longtemps dans ma vie. De Buffalo Stance. C'était ça. C'était vraiment, pour moi, c'était l'idéal de beauté. Alors que je suis eurasienne, mais bon, voilà. Et non, mais bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, je trouvais qu'elle était trop stylée, elle avait du caractère. Et c'est vrai que moi, donc, étant métisse, quand j'étais à l'école, jusqu'à arriver au lycée, ou au collège, j'étais vue un peu comme une shintok. Tu vois, mais ça m'allait, je m'en moquais. Et arrivé en 5e, 4e, avec tous ces mouvements, tout d'un coup, il y avait de la valeur au métissage et j'en ai aussi profité. Tu vois. Donc, ça se passait mieux, tant mieux. On y va, on profite. Et comme tu disais, en fait, donc les gens parisiens étaient ouverts à des nouvelles musiques, des nouveaux délires. On était tous contents que grâce à Paris, qui prenait le relais d'avoir une vibe à l'américaine. Et les gens des cités, ils étaient trop contents d'avoir un endroit où être, où ils étaient acceptés, il n'y avait pas à faire patte blanche, tu venais comme t'étais, et c'était vraiment une histoire de caractère. Et on peut dire vraiment dans ce mouvement, il y avait des gens juste qui regardaient, mais tous ceux que j'ai photographiés qui à l'époque étaient des jeunes, c'était tous des gens qui avaient des caractères de dingue, qui avaient une personnalité folle. Enfin, il y avait quelque chose à exprimer. C'était pas un hasard. Si tu te retrouvais dans ce mouvement, c'était pas un hasard. On va parler de tes photos juste après. Mais alors j'ai pas fini. Oui, c'est ça. J'aimerais qu'on continue la liste de tes disciplines. Donc comme j'étais dans ce mouvement, évidemment, une fly girl, elle aime les b-boys et les homeboys. Tu vois. Donc elle tombe amoureuse de b-boy et de. Donc, à chaque fois, j'avais un de mes premiers petits amis de l'époque qui s'appelait Sign. C'était un gros tagger et il traînait avec Boxer, avec tout ça, avec Squat. Donc, on allait beaucoup taguer la nuit dans les métros, je les accompagnais. Et ce qui était génial, c'est que Boxer, par exemple, il faisait beaucoup de stickers. Et des fois, ils faisaient des stickers My One, My One, My One, et il allait les coller. Donc, tu vois, les mecs, ils allaient par solidarité. Il y avait toujours les filles, on les amenait avec eux, on allait taguer pour eux. Donc, j'ai fait beaucoup de tags. J'ai même fini à la préfecture de police. Voilà, j'ai fait ma nuit blanche, tout ça. Après, j'ai fait aussi beaucoup de tentatives de rap. Donc, j'ai rappé à l'époque avec justement les Princesses, qui est un groupe au départ des bains-douches, un peu branché hip-hop. Branché mode et hip-hop. Et j'avais fait des morceaux avec quelqu'un qui s'appelait Philippe Crouchet, qui était aussi un garçon qui était entre les États-Unis et français, un branché de l'époque. Et puis après, toujours sous le nom de My One. Ouais, My quoi, My. Je suis peut-être de petite taille. Les rimes, les premières rimes. On va fouiller sur autrefois des enregistrements. Et après, une fois que le rap a commencé à prendre et qu'ils ont commencé à signer, Mathias, il s'était mis en tête qu'il fallait absolument que je rappe. Alors avec Barbara, une rappeuse, il nous avait mis. On venait l'après-midi chez Gigi parce que Solo, il avait installé des platines. Et il y avait Flydy qui était DJ à l'époque. Et donc le matin, c'était Solo et Mathias qui rappait. Mathias, c'est Rocking Squad pour ceux qui savent pas. Parce que depuis tout à l'heure, tu dis Mathias. Mathias, Real Rocking Squad. Voilà. Ensuite, il y avait nous, les filles, on rappait. Et après, arrivait Didier, Joey Star et Cool Chain. Tu vois? Et donc, on peut dire que tu as rappé un peu avant les NTM. Voilà. Entre les on a une pionnière ici. On a une pionnière. Mais alors, on a dû faire ça pendant plusieurs mois. Et puis après, Mathias, il a abandonné. On n'avait pas la hauteur. On était genre... Pourtant, il y croyait. Hein. Deux fly girls. Tu vois, des filles. Tu vois, il a essayé quand même. Il a essayé. Donc ça, j'ai fait ça. Et puis en fait, quand même, malgré tout, moi, depuis l'âge de 14 ans, j'avais un appareil photo. Voilà, on y vient. Voilà. Parce que moi, c'est la question que je me suis posée en regardant les photos qui sont exposées ici à la Philharmonie de Paris, à l'exposition Hip Hop 360. Je vois énormément de photos des acteurs de ce mouvement hip-hop qui ont perduré, qui ont eu même du succès et tout. Et je me dis, mais qui est cette Maïluka qui vient, en fait, et qui se dit, je vais prendre ces gens-là en photo. À des moments où ils sont pas encore des stars. Ce sont, quand je dis pas des stars nationales, mais ce sont des stars peut-être du mouvement. Mais à ce moment-là, on pense
à être en action ou à rapper ou à taguer ou à danser ou quoi. Mais penser à prendre des photos à ce moment-là, c'est complètement fou. Donc j'aimerais que tu me racontes l'histoire entre toi et l'appareil photo. Ouais. Alors en fait, moi j'ai eu la chance, mon père il m'a offert un appareil photo quand j'avais 14 ans. Ok. Et j'avais commencé à prendre les gens du lycée, de l'école et tout ça. Et mon rêve, c'était de faire du cinéma. Ok. Et quand j'ai passé mon bac, je n'avais pas un bac scientifique. Donc, on m'a fait comprendre que je pourrais pas aller à la FEMIS et que je pourrais pas faire de cinéma. Donc, j'ai regardé mon appareil photo. J'ai dit, bon, toi, tu vas être mon pote. On va commencer ensemble. Très bien. On verra plus tard. Et donc, à l'âge de 18 ans, j'étais dans ce mouvement hip-hop. Et je commençais à faire un peu de photos, mais c'était un peu difficile. Et par chance, je me retrouve à une exposition de Annie Leibovitch. Ok. Et j'ai la chance de la rencontrer. Je vais lui parler, je lui dis, voilà, j'admire votre travail. Annie Leibovitch, une grande photographe qui a fait beaucoup d'artistes. Ouais. Et je lui dis, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à une jeune photographe? Et elle m'a dit, le plus important, c'est de travailler avec ce qu'on connaît, son élément, de raconter les gens qui vous entourent, de rapporter quelque chose de très personnel. Donc, je prends conscience que, ben voilà, si je veux devenir photographe, il faut que je commence à ramener quelque chose d'important. Et quand j'étais jeune, déjà, j'ai toujours adoré les caractères, les personnages. Ok. Tous mes amis, j'adore les gens, leur délire et tout ça. Donc, quand je rentre dans le mouvement hip-hop, tu vois ce que je te racontais tout à l'heure, ben, il n'y a que des personnalités folles. C'est clair. Tu vois, un Solo, un Lucien, tous. Enfin, je veux dire, c'est des gens sont incroyables. Tu peux pas rater. Enfin, ils ont tous des délires. Tous les graffiti artistes, ils sont déments. Ils sont un peu fous. Enfin, c'est pas des gens normaux. Enfin, normaux. Je confirme. Tu vois, il faut y aller la nuit, tous les soirs taguer, aller prendre ses bombes, monter sur les trains, être trop fier. Mais ce qui était vraiment génial dans ce mouvement, c'est que tu vois. Il se passait tellement de choses. Il y avait des fois on disait t'as vu comment il a tagué tout le métro, t'as vu le style de Solo, comment il est arrivé, le scratch de l'autre, là il a fait une beatbox, les lyriques, un truc de ouf. Les gens reconnaissaient le talent de l'autre. Voilà, donc c'était très très riche et ça arrivait de tous côtés. Et à un moment donné, donc moi déjà en jeune photographe, il fallait que je commence mes photos. Donc j'ai commencé à photographier mes amis, mon crew, ce que je vivais, et on a décidé aussi d'en parler à la presse. Et de dire, voilà, c'est un nouveau mouvement, voilà nous, à la française, comment on le fait. Donc, dès que j'étais jeune, ma première apparition, c'était un article sur le tag. Dans quoi? Dans quel magazine? C'était un magazine qui s'appelait Perfect. Ok. Et il parlait de nouvelles choses qui venaient d'arriver, le tag. Et là, on est à peu près en quelle année? 88. Incroyable. T'as réussi à mettre un article sur le tag. Et, et le truc le plus dingue, c'est que, tu vois, j'étais un peu dans le monde de la mode aussi, parce que j'étais au bain-douche et je connaissais plein de gens de la mode. Et figure-toi que je pense que c'est en 90, par là, 91, il y a un mec qui m'appelle de Elle Magazine, je crois qu'il s'appelait Philippe Morisot, et il dit, je fais un article et moi j'avais commencé mes photos à New York, tu vois. Et il dit, j'aimerais faire une série de mode où il y aurait tes photos de New York, avec une série de mode en contrepartie pour inspirer la mode. Et donc, ce qui était génial, c'est qu'il fallait un photographe pour faire les pochettes de disques. Donc, la première photo de Karine, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, les premières photos des concerts de Assassin, c'est moi qui l'ai fait. La première invitation, enfin pas invitation, mais photo de concert de Assassin, c'est ma photo. Donc, c'était mon rôle de photographier ce qui se passait, et pour la presse, et pour les artistes eux-mêmes, pour exister. Et après, on a commencé tous à aller à New York. Lucien, c'était un super ami à moi, donc il était à New York, donc je faisais des allers-retours à New York. Et à New York, j'ai aussi commencé à travailler avec les magazines et les Tommy Boy et toutes les maisons disques là-bas. Et après, ne me dis pas que c'est toi la photo de Solo. Tommy Boy. Non, c'est pas moi. Ça aurait été super, mais non, j'ai fait Big Noid, j'ai fait d'autres rappeurs, des choses comme ça. Mais en gros, donc j'avais cette conscience qu'à New York, la photo c'était important et qu'on l'a développée. Et quand je revenais à Paris, j'essayais d'avoir un œil sur les gens qui agissaient et de les big-upper et de leur redonner une fame aussi forte qu'à New York, tu vois. Et pour moi, Didier, quand je le photographie là, dans cette photo où il est tout jeune, Joey Star, c'est un mec que je trouve qui a un super charisme, qui a un bon style, qui a un bon tagger, qui a une tchatch. Enfin, donc quand je le photographie, pour moi, je photographie un jeune mec que je trouve brillant.
Tu vois, quand je fais là les Little MC, les Little, c'est un des premiers groupes, ils représentent, et je veux avec eux, on s'inspire un peu de l'inspiration Run DMC, mais à la française, et on les photographie devant l'Institut du monde arabe. Et ce qui était important qu'on ne voit plus et qui s'est perdu très vite, c'est que à l'époque, quand même, le body language, c'était super important. C'est vrai. Le body language, ça voulait dire à New York comme à Paris, c'était une manière de marcher, une manière de se déhancher, de bouger, d'être devant la caméra. Et tout ça, c'était hip-hop. Mais ça, justement, le body language, ils le faisaient naturellement ou c'est toi qui leur demandais? Ah ben moi, je demande rien. Moi, je sais ce que c'est, je sais le capter. Et eux, ils ont compris et c'est un délire, c'est tout un délire. Par exemple, la photo des Little devant l'Institut du monde arabe, c'est toi qui choisis l'endroit ou c'est eux? C'est moi qui choisis l'endroit. Ok, donc tu fais déjà de la direction artistique à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai compris quel est l'univers hip-hop qui m'excite. J'ai compris, en fait, ce que je veux, tu vois, dans tout ce travail, c'est qu'on photographiait toujours les communautés noires, asiatiques, tout ça, comme un peu le ghetto, les pauvres, dans leur cité, des gens qui font peur, des gens qui sont pauvres. Et moi, je voulais pas montrer ça. Ce que je voulais montrer, c'est non, nous, on est des identités, on a des caractères et on est de la hype. Tu vois, donc toutes mes photos sont pour dire on est de la hype et on existe et on va vous faire vibrer, et, tu vois, et vous faire délirer. Et moi, j'ai de l'amour en fait dans les gens que je photographie et je les trouve tous incroyables. Enfin, je suis d'accord avec ça. Tu vois, tout ce mouvement m'a fait délirer. Cette photo d'assassin est incroyable parce qu'il y a un jeune Daddy Mori au milieu qui roulait avec Assassin à cette époque-là, je me souviens. Exactement. Tu te souviens un peu du contexte de chaque photo? Oui, je crois que plutôt. Ça, c'était pourquoi, Assassin? Ça, en fait, Assassin, c'était tout simplement, il y avait une fête à Radio Nova, comme à Radio Nova, et c'était notre QG pour les émissions, pour aller écouter. Et puis, quand même, ils étaient très suivis, puisqu'il y avait déjà le Globo qui avait été aidé par Jacques Massadian et Radio Nova. Donc là, c'était peut-être les 10 ans de Radio Nova ou quelque chose comme ça. Et ils venaient juste de sortir leur t-shirt, ça commençait à cartonner. Donc on a fait cette photo, qui d'ailleurs, une de cette série a été dans Le Jour ou dans Libération quand ils ont fait l'Olympia. Ok. Il était vraiment en train de taguer Joey Star? Là, Joey Star, non, en fait, c'était mon pote, c'était mon ami, et on faisait plein de choses ensemble. Et à un moment donné, j'avais un article pour un magazine de jeunes, d'étudiants, qui s'étaient intéressés au hip-hop. Et donc, j'avais demandé à Didier, j'ai dit, viens, on va faire un article sur l'hip-hop, viens, on va faire des photos. Et puis, il avait dit OK. Puis, on s'était lancé dans la soirée. Et on avait été, je l'avais photographié. J'avais photographié tous mes amis, en fait, autour du hip-hop. Et ils taguaient, en effet. Mais là, c'était vrai, on était là pour montrer notre culture. Tu vois, c'est une participation. Très bien. Et là, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé avec MC Solar. Qui sont tous ces jeunes derrière lui? Alors, MC Solar, c'est assez génial parce que je le rencontre à Radio Nova. Moi, j'aime bien son style et je le trouve intéressant. Tu vois, je trouve qu'il est différent des autres. Il fait pas partie de ma bande, mais il y a quelque chose d'intéressant avec ce mec. Il est passé chez Dynasty et je trouve que c'est bien de le photographier aussi dans les magazines, parler de lui. Parce que, voilà, il est africain, en fait. Il est bien africain. Il y a quelque chose d'africain qui me plaît dans lui, qui est un peu différent. Même son look, il a la casquette hip-hop, mais c'était le wax avant le wax. Exactement. Il est africain. Donc, je l'appelle et je lui dis, j'aimerais bien faire des photos de toi. Il me dit, pas de problème, rendez-vous dans 1 semaine. Je serai dans ce studio, je crois que c'était à Pantin. Et le jour où j'arrive, il sort du studio d'enregistrement et il me dit, je viens de recevoir mon disque, bouge de là. Donc, il vient de le recevoir, tu vois, il sait pas encore que ça va faire un carton, on sait pas encore comment va être, si la presse va être appréciée, l'apprécier, et on sort dehors avec ce disque, et je dis, viens, je fais une photo de toi, en plus, t'as la même chemise que sur le, sur le dessin, il faut la faire, quoi. Et on l'a fait, et là, arrivent plein de jeunes qui se rendent compte que c'est MC Solar et qui l'ont déjà entendu à la radio. Tu vois, donc c'est vraiment les gens du quartier, les enfants et tout ça, ils se réunissent, on fait une photo, on fait le tour du quartier. Moi, je prends le disque et je vais direct à Radio Nova et je le fais écouter en boucle et je les assassine en disant mais c'est génial, ça va marcher. C'est fou. Ouais. C'est assez étonnant de se dire que quand même à ces moments-là, personne ne savait, la moitié des gens que j'ai photographiés, on savait qu'on faisait des choses, on savait qu'on aimait notre mouvement, on était à fond dedans, mais je pense... T'aurais pas pu imaginer qu'il aurait cette carrière, MC Solar. Personne, même Didier, Joey Star, il rappait pas encore. Quand je fais des photos, il rappe pas encore. Il est même pas encore rappeur. Non, il est même pas encore rappeur, tu vois. Cette photo incroyable où je reconnais Johnny Go et Cut Killer qui ressemblent étrangement à Crazy Legs des Rocksteady Crew. N'est-ce pas? Ça, c'est où, ça? Et il y a DJ Abdel aussi, tu vois. Oh là là, j'avais pas reconnu. Effectivement.
Ah ouais. Eh ben en fait, c'est ce qui était génial, c'est comme je te disais, après on allait au Globo, là on avait toute la bande, j'avais quand même on n'était pas beaucoup de fly girl, ma super meilleure amie c'était Lady V. Ouais. Dans ce mouvement, tu vois, moi j'avais mes amis de la mode, mes amis de Paris, puis j'avais tout ce mouvement qui était devenu vraiment ma communauté, mes potes, on traînait ensemble, on partait en vacances ensemble, on faisait plein de choses ensemble. Et donc Johnny Go qui faisait partie de ce mouvement, là, un jour je le vois au Globo, il me dit ouais Maï, tu sais, t'es photographe, viens, j'aimerais que tu fasses la pochette de mon album. Donc j'ai trouvé ça génial parce qu'il avait signé avec une maison de disques et c'est un des seuls de tout le mouvement hip-hop qui est venu me chercher une fois que ça a marché, alors que tous les autres ils ont suivi les autres photographes, ils sont pas restés dans le mouvement et il a dit je veux que tu sois ma photographe. Donc il m'a ramené à Stalingrad dans son quartier, on a fait toute une séance de photos et à ce moment-là sont arrivés Cut Killer, DJ Abdel qui étaient ses potes. Donc ça c'est une session au départ pour Johnny Go. Il y a Lunatic. Ouais. Tu te rappelles de cette photo-là? Je me rappelle de cette photo. D'ailleurs, il y a une petite anecdote. En fait, c'était parce que j'avais participé, parce que comme j'étais une photographe du hip-hop, je montrais à la presse qui on était. Et c'était génial parce que j'étais dans le mouvement et je racontais nos histoires de l'intérieur, tu vois. Ouais. Donc, qui on est, comment on se montrait comme on avait envie de se montrer. Et par chance, après, j'ai travaillé avec les labels. De labels m'engageaient souvent. Et j'ai souvent participé à créer une image des jeunes premiers artistes avant qu'ils soient très célèbres. Et donc, dans la compilation Style, c'est moi qui ai fait toutes les photos. J'ai vu ça dans ton livre. Voilà, des artistes de style. Incroyable. Donc, en gros, il y avait Lunatic, qui était vraiment un groupe incroyable. Et le morceau, c'était, je pense, presque un des plus dingues de tout l'album, Et je me retrouve, eux, je les connaissais pas, tu vois, je les rencontre par rapport à ce travail. Ils me donnent rendez-vous en banlieue, je me rappelle plus, tu vois, c'était il y a tellement d'années. Et là, je rencontre les deux là, et ils étaient vraiment très, justement, c'était pas très cool, tu vois, c'était un peu genre, bon, vas-y, la photographe, tu vois, ils me connaissaient pas, il y avait un rapport un peu dur vis-à-vis de moi, tu vois. Mais tout de suite, j'ai trouvé que Booba, il avait une super aura. Il dégageait un truc de dingue. C'est un grand. J'avais l'impression qu'il avait 16 ans, mais il avait un charisme, une douceur et il y a quelque chose de très hip-hop dans qui il était déjà. Tu vois, parce que le hip-hop, c'est une attitude, c'est une manière d'appréhender la vie. Ça se ressent tout de suite. En fait, ça s'invente pas. Enfin, il y a le hip-hop graffiti, c'est tout un monde, et le hip-hop rap, c'est tout un autre monde. C'est vrai. Et les deux, il y a des manières d'être, il y a tu reconnais quelqu'un qui a la vibe hip-hop, ça s'invente pas, je sais pas, c'est un feeling, c'est une personnalité. Et lui, il y avait ça très fort. Donc j'ai fait cette séance de photos, j'ai tout de suite été vraiment attirée par son charisme. Et juste après, il est parti en prison. Ok, ah ouais. Tu vois, cette fameuse période, je me souviens. Donc, je ne l'ai pas vu grandir à un certain moment, mais après, j'ai eu des retours parce que j'avais fait des photos en couleur, on voyait pas bien leur tête, alors qu'elles sont géniales, les photos, elles sont hyper b-boy, c'est-à-dire que ils sont sous les casques, des photos très contrastées, ils font justement, c'est un peu vilain, c'est un peu New York, et ils étaient venus me prendre, on voit pas nos visages, tu nous as fait tout blanc. Ils étaient pas contents, ils étaient pas contents. Ouais. Très bien. Tu nous as dit tout à l'heure qu'à un moment, tu es parti travailler à New York. Ouais. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc moi, dès mes 18 ans, mon premier voyage, c'était à New York. Et j'ai commencé, au début, j'étais plutôt dans le monde justement branché de la mode, Madonna, les sorties, tout ça. Quand tu dis Madonna, c'était ta copine? Non, pas Madonna, mais la styliste de Madonna, c'était ma copine. Donc je me retrouvais dans ce milieu. Un pas de Madonna. J'étais un pas de Madonna. Voilà. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que... Et là-bas, il y avait aussi Vincent, Solo. On se retrouvait tous à l'époque à New York. Et très vite, il y a eu Lucien qui est parti vivre à New York. Donc, Lucien, c'était un de mes super amis. Parce que bon, donc après, j'étais avec un autre graffiti artiste qui était Bando. Légende. Et qui était moitié américain, moitié français. Donc, à travers lui, j'ai rencontré aussi vraiment le profond New York de la musique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à Paris, je travaillais toute la saison à Paris, et les 2 mois d'été, je les faisais à New York. Et à l'époque, c'était assez facile de faire des allers-retours. Ça coûtait pas très cher d'aller à New York. Donc, je disais à toutes les maisons de disques, si vous avez besoin de moi, j'arrive. Donc, on m'appelait à New York. Il y a une pochette de disques, ou il y a ça à faire pour The Vibe, ou pour des choses comme ça. Et donc, à cette époque, j'ai rencontré toute une communauté de New York. Je traînais avec les gens des Wu-Tang. Mes meilleurs amis sont devenus Smith & Wesson, qui sont toujours mes amis jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'étais vraiment dans un monde noir américain,
à New York et après à Paris, un peu hip-hop français. Et j'avoue qu'à un moment donné, j'ai un peu lâché le hip-hop français parce que c'était devenu un peu macho. Les mecs, ils étaient compliqués. Quand j'arrive avec mes photos, j'étais une femme, ça leur déplaisait. Ouais. Ils voulaient faire tout comme New York. Alors que quand j'allais à New York, les mecs, ils me voyaient, ils disaient « Ouais, une meuf qui est là dans le quartier, mais génial. Les idées nouvelles, ils en voulaient. Tout. Pour eux, ils n'avaient pas à faire du hip-hop puisqu'ils étaient hip-hop. » Ouais, je vois très bien la nuance, je vois très bien ce que tu veux dire. Et donc, à Paris, moi, tout d'un coup, j'ai commencé à photographier beaucoup New York. Et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les quartiers de New York à photographier cette culture. Ok, très bien. En vrac, t'as photographié qui ? En vrac, en fait... Fais-nous rêver. Non, je pourrais pas te faire rêver, mais enfin, j'ai photographié Nas, j'ai photographié... c'est très bien. Comment il s'appelle, Jay-Z. J'ai photographié, en effet, Black Donc Rob. Là, tu penses que tu me fais pas rêver, là ? Ouais, je sais pas. Tu me fais rêver. Ok, Black Rob, Smith & Wesson, voilà. Tous les mecs du bootcamp. Ok. De Alcoolique. Okay. J'ai même photographié, comment il s'appelle ? Oh là, j'ai les noms, tous les noms ne me viennent pas, mais j'ai fait... Ah ouais, non, j'ai passé une nuit incroyable. Alors ça, c'est pas les mecs du hip-hop, mais c'est... Il y avait Mary J. Blige et c'était Freaking You. Et quand ils ont enregistré Freaking You avec les mecs de Wu-Tang. Joe Desi avec Wu-Tang. Avec Wu-Tang. Le remix. Voilà. Incroyable. T'étais là quand ils ont enregistré le remix? J'étais là quand ils ont enregistré le... Mais non. Un des mecs de Joe Desi sortait avec Mary J. Blige. Et l'autre, il sortait avec les TLC. Ouais, c'est Mr. Dalvin avec T-Boz de TLC. T-Boz, voilà, je suis au courant de tous les potins. Et alors moi j'ai une petite anecdote qui est trop marrante. On veut ça ici. Allez, on y va. Et donc moi au début, moi j'étais hip-hop, tu vois. Ouais. Donc Joe Desi pour moi c'était des mecs en cuir, c'était un peu ridicule, tu vois. Alors que je te vois venir. Et donc bon, c'était vraiment pas mon trip. Et j'ai un mec de The Source, il me dit vas-y, ce soir il y a un enregistrement, va les photographier, on n'a pas de photographe et tout ça. Ok. Moi, j'avais pas mes appareils, j'étais un peu en galère, donc je prends ce que j'ai et j'y vais. Okay. Et je me retrouve au studio d'enregistrement à 8h du soir. Il y a personne dans le studio, puis arrivent deux mecs de b-boy, genre avec des trucs de Lakers, des pure looks et tout ça, et ils me font Kitté, qu'est-ce que tu fais et tout. Je fais moi je suis Maï, je suis photographe, j'habite à Paris et je suis là pour photographier Joe Desi. Et les mecs ils font moi je suis du magazine Intel, je suis là pour faire ça, l'autre moi aussi je suis de ce magazine et tout. Et en attendant les gens, on joue au billard, on traîne et tout ça. Et au bout d'une heure, il y a le mec de la maison 10 qui arrive et qui fait Maï, t'es pas en train de faire des photos? Je dis non, ils sont pas arrivés. Et en fait, c'était ils t'ont menti. C'est vraiment des gamins. Et moi, j'avais pas capté du tout. Comme ça, j'avais des pure b-boys avec moi. Je m'étais dit, c'est pas possible. Joe Desi, c'est le groupe de R&B le plus KRA de toute l'histoire. Les mecs, ils sont en hip-hop, des gars hip-hop. Même les pantalons en cuir dont tu parles, c'était des baggy en cuir. Voilà. Donc, c'est vrai. Mais ils se sont fait passer pour des journalistes. Voilà. Et on a pris, c'était trop mort de rire. On a passé une bonne soirée. Et après, j'ai vu toute la soirée où justement, c'était Ghostface Killer. Ouais, avec Raekwon. Avec Raekwon. Et c'était génial de les voir enregistré, ça a passé, il y avait du respect entre tout le monde. Et en fait, tu sais, les Joe Desi, c'est des gros, ils buvaient énormément. Les mecs, ils ont bu une bouteille entière. C'est des problèmes. Et ils se mettent devant le micro et ils chantent. Et toi, tu pleures tellement c'est beau. Là, alors qu'ils sont bourrés. Ah là là, tu dis mais non, mais là, tu peux pas tester. Trop fort. Et figure-toi que mon appareil a mal marché. Non. J'ai fait plein de photos toute la soirée. Toutes les photos sont sombres. Non. Je te jure. Là, t'es dans un instant classique. Ah là là. Dans un moment classique, vraiment. Ouais, vachement intéressant. Et très ouvert et super. Et donc ça, c'était mes expériences à New York. Donc tu vois, tout d'un coup, l'agressivité un peu parisienne ou le côté un peu t'es une fille était tellement violent par rapport à ce que je recevais à New York, où au contraire j'étais accueillie, big upée, tout ça, que j'ai un peu laissé à une période le nouvel hip-hop. On comprend. On arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Donc, j'ai besoin de savoir à quel moment tu fais ton retour dans le hip-hop français et surtout qu'on parle aussi de ton livre. Alors déjà, en fait, donc j'ai vraiment suivi le hip-hop jusqu'en, on va dire, 96, tu vois, 97 avec Hostile. Ok. En fait, non, à un moment donné, je pars à New York, je commence à faire mes photos à New York. Et puis, comme ça marche bien que je travaille avec les New-Yorkais, évidemment, Benjamin qui travaille à Hostile et les gens qui sont à De Label se disent attends, Maï, on va t'utiliser, tu es notre photographe, ça sert à rien d'utiliser des gens qui comprennent rien, viens faire nos photos. Donc à une période, je reviens à Paris et je commence à photographier tout le mouvement hip-hop. Et ensuite, en 96, je me marie avec John Wan, qui est un graffiti artiste de New York. Graffiti artiste.
Et là rentre toute cette nouvelle aventure qui est New York. Et lui, c'est un Dominicain de New York. Moi, j'avais fait beaucoup de photos sur les Noirs américains à New York. Et là, je découvre toute la culture latino de New York. Et j'ai eu 2 enfants très vite. Enfin, j'ai eu un enfant très vite. Donc, je suis devenue une maman. J'ai commencé à vraiment suivre la culture hip-hop, mais aux États-Unis. Et moi, en France. Tu vois, et en France, j'étais là et je faisais plutôt de la mode, de la publicité. Et donc, en fait, bientôt, figure-toi que je vais sortir un livre l'année prochaine sur mes 15 ans de photographie sur les ghettos et les quartiers de New York. Très intéressant. Alors maintenant, on va parler de mon livre. Voilà. Alors, en fait, c'est François Gautrey. Enfin, c'est plusieurs personnes. En fait, c'est une chaîne d'amitié et ça, il faut le savoir. Il y avait Clémence Farrell, qui est une amie de toujours, qui était la femme de Liam Farrell et qui est la scénographe de cette exposition, qui à un moment donné s'est dit, mais attends, c'est une exposition, moi je connais une photographe qui a beaucoup de photos importantes de ce mouvement, donc elle en a parlé à François Gautrey. François est venu me voir et m'a dit, pareil que tu as des photos, et moi j'ai dit, non mais New York c'est 1000 fois mieux, j'ai des photos de New York, ça fait 15 ans que je suis, tu vas voir, c'est incroyable, personne ne l'a montré comme ça, et il m'a dit, non, moi je veux Paris. Alors, j'étais là, je me disais, je vais pas retrouver mes photos de mes 18 ans, c'est des vieilles photos. Non. Mais tu les avais gardées. Je les avais gardées. Bah oui, pendant des années, de cave en cave. C'est de l'argent, hein. C'est l'air de rien. C'est maintenir qu'elles soient bien. Et c'est l'histoire, surtout. C'est ça. Et donc, ce qui est génial, c'est que quand François a commencé à me dire ça, j'ai dit, moi, je veux pas juste en être de cette expo. Où je raconte quelque chose d'artistique et je raconte quelque chose de beau, mais je veux pas juste dire j'y étais. Ça m'intéresse pas. Je suis photographe. Tu vois, j'étais une fly girl. À partir de ça, ça m'a créé ma personnalité, qui je suis. J'adore le multiculturalisme, j'adore la culture ghetto, j'adore tout ce que ça m'a apporté, la force que ça m'a apporté. Et ça a fait que j'ai créé un style de photo qui vient de ça. Mais avant tout, moi, je suis photographe et mon travail, c'est de la transmission des choses que j'aime, culturelles. Tu vois Et donc, j'ai replongé dans mes photos. Donc, j'ai été sortir, j'ai ramené une voiture remplie de planches contact. Ça a mis 4 mois à plonger dedans. Parce que certaines photos, c'était des photos intimes de ma vie intime. Certaines pour Libération, certaines pour plein de magazines différents. Donc, de plonger dedans, il fallait donner sens à tout ça. Et petit à petit, en ouvrant toutes ces boîtes, je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire géniale à raconter, qu'on n'avait pas encore racontée. Et je me suis rendu compte que c'était pas dit qu'il y avait des femmes, le multiculturalisme, la bonne vibe, qu'il y avait des enfants. Je me suis rendu compte que toutes ces photos, elles avaient une fraîcheur incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, on n'a pas encore raconté le hip-hop à la française. C'est vrai. Donc, j'ai répondu à la demande de François qui, lui, voulait tous les premiers personnes du hip-hop, ce qu'on appelle les précurseurs. Tu vois. Et moi, à côté, quand j'ai sorti toutes ces photos et que j'ai défendu ce travail, parce qu'il fallait le défendre pour qu'il soit compris, tu vois, parce que François n'a pas non plus connu cette période, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas fait encore ce devoir de transmission, de raconter de cette période, raconter ces gens, de raconter la force, l'énergie, le côté spontané, qui n'était pas pour de l'argent. Tu vois, aujourd'hui, je le compare au ballroom, tu sais, les trucs un peu gays où les gens vont danser, veulent exister. Ben là, on se réunissait pour exister, chacun essayait le meilleur, on était un public pour nous-mêmes, et personne ne pensait à faire de l'argent avec. C'était une recherche d'identité, de style et une curiosité les uns des autres. C'était hyper fort, ça. Enfin, on s'admirait les uns les autres, tu vois. Donc, quand j'ai vu toutes ces photos, je me suis dit, il y a un livre à faire. Il faut raconter notre hip-hop à la française, parce qu'on est différent de New York, parce qu'on a des trucs magnifiques de mélange, de mix, de compréhension. Tu vois, là, on a essayé de tous nous séparer, alors qu'au départ, on kiffait trop, tu vois, que tu sois ou sénégalais ou malien, tu vois, enfin, on était des Français avec nos vibes et nos délires. Et on est, grâce au hip-hop, ça a été un endroit où on a pu s'exprimer. Donc voilà, donc j'ai créé ce livre qui s'appelle Hip Hop Diary of a Fly Girl. 1986-1996 Paris. Et donc je raconte photographiquement tout cet univers du hip-hop français avec la bonne énergie. Et il s'avère que la moitié des gens que j'ai photographiés à l'époque sont devenus des gens célèbres. Et on continue à faire perdurer. On est devant une photo d'Idéal J où on voit jeune Kerry James, Alter, Selim du 9-4, très très jeune. Comme je disais, MC Solar est là, on sait ce qu'il est devenu, les Little, Sully Biwax, grand compositeur.
il y a Lucien, Papalou, il y a toute la séance photo dont on parlait tout à l'heure de Hostile qui est dans ton bouquin. Et il y a ce fameux t-shirt Fuck RATP qui a été fait avec Colt, c'est Colt, et qui est en train de taguer 93 NTM, qui n'était pas encore le nom du groupe. C'était un nom du groupe de taggeurs au départ, tu vois. Et je te jure, tous ces gens, c'était vraiment des personnes. Tu te rends compte, Colt, il avait déjà tout compris au style, au graphisme. Parce que le hip-hop, c'est pas que du rap, c'est du graphisme, c'est une manière de s'exprimer, une manière de bouger, une manière de s'imposer, une manière d'être ami. Il y a vraiment tout. Il y a une énergie de pouvoir s'habiller n'importe comment. Il y avait pas de marque. Tu vois. C'est fou. Cette photo-là, on voit deux filles, c'est quoi? On dirait une photo de mode, carrément. Ça c'est vrai, c'est une photo de mode, parce que c'était pour Libération. C'était ça qui était sympa, c'est qu'à l'époque, ils me disaient, Maï, toi qui fais partie de ce mouvement, raconte-nous ce qui se passe, tu vois. J'avais proposé, j'ai dit, faisons une mode hip-hop et je vais vous montrer, en fait, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on aime et tout ça. Et là, on avait pris des copines de la bande hip-hop et on avait été faire une séance avec le Kangol, les habits un peu de policiers et tout ça. Donc voilà, mais ça représentait l'énergie. En vrai, t'étais infiltré pour nous. Ça veut dire que dans tous ces magazines, tu proposais quelque chose de hip-hop. Exactement. Et j'avoue, tu vois, même après, j'ai travaillé pour le magazine 20 ans et c'était un magazine vraiment pour les jeunes. Et ce qui a été super, c'est que j'ai travaillé pendant ce magazine de 92 à 96. Et tout d'un coup, ils m'autorisaient, pour illustrer les jeunes ou les articles, de photographier Paris dans tout son multiculturalisme. Et je remercie ce magazine parce que, justement, c'est un article, par exemple, qu'est-ce que les hommes pensent des filles ou comment tu dors la nuit. Et moi, j'allais dans les halles, je photographiais les gens qui arrivaient dans les halles, les jeunes qui m'entouraient. Et pendant des années, grâce à ce magazine, j'ai aussi montré cette autre facette parisienne qui venait des banlieues. Comme tu dis si bien, le carrefour Paris, le carrefour des banlieues. Exactement. Magnifique. Voilà. En tout cas, merci à toi pour tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. C'est quelque chose d'énorme pour moi. Et longue vie à toi. On attend ton prochain livre. Et merci aussi pour tout le travail que tu fais de mémoire. C'est très important. Et surtout, ce qui est important, je pense, c'est que tu vois la vision que tu as sur le hip-hop. Ça reprend aussi, ça redonne fierté à tout ce qui s'est passé. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que on a l'impression que c'est un mouvement du ghetto, mais c'est surtout un mouvement de gens fiers, créatifs, uniques et qui ont créé des choses tellement puissantes parce qu'ils étaient libres, ils s'exprimaient seulement. Et je trouve que tout ce que j'ai vu de tes émissions, et j'invite tout le monde à écouter toutes tes émissions. C'est gentil, merci. J'ai revu et réappris le hip-hop français et vraiment, je suis très heureuse d'avoir été invitée à ton émission. Merci à toi, merci beaucoup. Longue vie à toi, Maï. Merci à toi aussi, Driver. Merci. Ciao. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.